coup de chapeau du Dr Marcus au Dr Jones. C'est vrai que le jeu vidéo lui doit beaucoup à Indiana Jones et ses aventures ont été adaptées à peu près sur toutes les machines. Et ça depuis le début, déjà en 1981, sur Atari 2600, Les Aventuriers de l'Arche perdue était un des tout premiers films à être adapté en jeu vidéo avec E.T. un petit peu plus tard. C'était pas une grande réussite, hein. C'était même deux sacrées belles bouses, mais ça cartonnait autant que les films à l'époque. Vous savez ce que c'est, hein, le succès. Dès que quelqu'un a une bonne idée, il est tout de suite imité. Regardez, moi par exemple, avec les mecs de Retour vers le futur, qui m'ont piqué mon idée de machine à voyager dans le temps. Bref, on a évidemment eu droit à des tonnes de jeux inspirés d'Indiana Jones, mais sans Indiana Jones, un peu comme on a des sosies de Johnny ou d'Elvis quand on n'a pas les moyens de se payer les vrais. Love mon tender, love mon trou. Et les clones d'Indiana Jones, c'est un peu comme les sosies d'Elvis, hein. Il y en a des très réussis comme Rick Dangerous et des franchement ridicules comme Ernest Evan, dont tout le monde a oublié le nom, mais que je ne vais pas me priver de vous montrer. Rick Dangerous, c'est un super jeu de plateforme et une parodie d'Indiana Jones réalisée en 1989 par les petits gars de Core Design, les mêmes qui nous pondront 7 ans plus tard, devinez quoi ? Tomb Raider. Et Lara Croft, si c'est pas Indiana Jones en short, qu'est-ce que c'est? Souvenez-vous, il y avait même dans Tomb Raider un petit clin d'œil à la scène d'ouverture d'Indiana Jones quand il est dans le temple aztèque poursuivi par une gigantesque boule qui l'écrase. Comme quoi, ça leur trottait dans la tête depuis un moment aux petits gars de Core Design de se faire leur propre adaptation d'Indiana Jones. Allez, retour en 1989, date de leur première tentative. Rick Dangerous, c'était l'alter ego d'Indiana Jones, mais avec un gros nez. Le premier épisode de ses aventures se déroulait dans des temples aztèques et des pyramides égyptiennes truffées de pièges et d'indigènes belliqueux avec des gros nez également. Comme Indy, Rick portait un chapeau de cow-boy, une veste en cuir et se battait contre des SS à coups de pistolet. Après avoir débarrassé le monde de la menace nazie, Rick revenait l'année suivante dans un second épisode pour sauver la Terre d'une invasion extraterrestre. Comme Indiana Jones, Rick Dangerous était un peu un hommage au serial des années 40, ces films à épisodes bourrés d'action et toujours un peu ringards, comme le cultissime Flash Gordon. Pour ce second épisode, Rick avait d'ailleurs troqué son cuir contre un costume de super-héros avec une toute petite cape et affrontait entre autres une armée de robots dans la plus grande tradition du genre. Par contre, le costume n'était pas livré avec les super pouvoirs qui vont avec d'habitude. Rick pouvait juste sauter, et encore pas très haut, et escalader certaines parois à condition de trouver une prise. Il disposait quand même d'un petit flingue laser, bien pratique pour désintégrer ses adversaires. On retrouvait le même clin d'œil à la fameuse grosse boule d'Indiana Jones que dans le premier épisode, et des décors truffés d'adversaires particulièrement vivaces et de pièges sournois. Le jeu nécessitait une précision diabolique et il fallait avancer avec une prudence extrême ou bien connaître chaque tableau par cœur pour avoir une chance de s'en sortir vivant. N'empêche que tous ceux qui y ont joué gardent un super souvenir des aventures de ce bon vieux Rick avec sa mâchoire carrée. Une fois qu'on avait repéré tous les pièges, on pouvait anticiper le danger et faire le malin, mais Rick Dangerous restera quand même un des jeux de plateforme les plus difficiles de l'époque et surtout un des plus drôles. Retrouvons un autre imitateur d'Indiana Jones, un peu moins doué celui-là, Ernest Evan. Bon déjà, un héros qui s'appelle Ernest, ça part mal. Mais alors en plus, le gars est pas franchement gracieux. Matez-moi un peu cette dégaine. Le saut, on sent que c'est pas son truc à Ernest, hein. Et regardez bien la façon étrange dont ses membres se replient sur eux-mêmes. Ah, dégueu. Admirez aussi la souplesse de la réception. Flunch. Nul. En fait, l'idée des programmeurs, c'était de créer un personnage avec des membres connectés entre eux par des points d'articulation pour obtenir une animation plus réaliste. Le concept était intéressant, mais alors au final, le héros a l'air d'un pantin en carton avec des attaches parisiennes aux articulations, vous voyez le genre? Et quand il s'accroupit, c'est encore pire. Le gars se battait contre des boss de fin de niveau aussi bien articulés que lui et à peu près aussi doués. Un vrai duel de bras cassés. Pour imiter Indiana Jones, Ernest se faisait courser par des grosses boules en pierre, allait systématiquement se fourrer dans des temples garnis de pièges aux pics acérés et pratiquait un peu la spéléologie.
Mais évidemment, Ernest n'avait pas tout à fait le même charisme que le vrai Indiana Jones et il était loin de l'égaler dans le maniement du fouet. Bon allez, relève-toi Ernest, là t'es ridicule. Il essayait bien de s'en servir de temps en temps pour s'accrocher à des trucs et jouer les Tarzans, mais rien à faire. Il était quand même pas trop con pour un gars décoloré et parfois il pensait à ficeler un gros caillou au bout de son fouet pour assommer ses adversaires. Il avait dû voir ça dans le manuel des Castors Junior, j'imagine, ou dans un album de Rahan. Avec ses vilaines petites bottines en cuir façon Francis Lalanne, Ernest Evans sombrera bien vite dans l'oubli et c'est pas plus mal. Non, vraiment arrête avec ce fouet, sois gentil. Merci. Allez, laissons tomber les sales imitations et revenons en 1989 pour retrouver le seul, le vrai, l'unique Indiana Jones. Regardez-moi un peu cette popularité, c'est fou, mais c'est mérité, hein. Vous avez sous les yeux une des meilleures adaptations de ses aventures sur petit écran. Le principe est tout simple, vous dirigez le personnage en cliquant avec la souris sur l'endroit où vous voulez qu'il aille et vous fouillez le décor avec le curseur pour repérer les objets sur lesquels vous pouvez agir. Au bas de l'écran, une liste de verbes permet de choisir une action comme par exemple ramasser cette torche. Bon bah là c'était pas vraiment une bonne idée. Indy a eu droit à pas mal d'adaptations sous forme de jeux d'action ou de jeux de plateforme, mais là il s'agit d'un jeu d'aventure, c'est-à-dire un jeu intelligent où on prend son temps pour réfléchir et résoudre des énigmes plutôt que de sautiller bêtement dans tous les sens en balançant des coups de fouet. Le jeu reprenait assez fidèlement le scénario du film et entraînait notre archéologue préféré à Venise, à New York, en Allemagne et en Jordanie à la recherche du Saint Graal. Pour pouvoir progresser dans l'enquête, il fallait pas mal discuter avec les personnages rencontrés et les dialogues étaient souvent super drôles. Indy par exemple passait son temps à aborder les gens en leur demandant « Bonjour, je vends de chouettes blousons en cuir, ça vous intéresse ?» Et en fait ça c'était une petite private joke des programmeurs de LucasArts sur les opérations de promotion spéciales vestes en cuir proposées par leur comité d'entreprise. Ce style de jeu d'aventure, appelé aussi point and click parce qu'on pointe avec la souris et qu'on clique pour faire des trucs, était très à la mode dans les années 90. Une période bénie qui a vu naître les plus beaux fleurons du genre, à commencer par Zak McKracken et Maniac Mansion, les fondateurs, rapidement suivis de Monkey Island, Day of the Tentacle et le cultissime Sam & Max, où un chien et un lapin détective privé tentent de retrouver un monstre de foire échappé d'un cirque. Aux commandes de Indiana Jones and the Last Crusade, on retrouve Ron Gilbert, le créateur de Zak McKracken et de Maniac Mansion, connu et vénéré par des générations entières de joueurs pour la saga des Monkey Island, dont il réalisera les 2 premiers épisodes. Ron s'est d'ailleurs illustré récemment en créant sur un des serveurs de World of Warcraft une guilde d'adorateurs de Monkey Island sous le nom de Guybrush, le héros de la série. Le bonhomme n'avait pas son pareil pour concocter des énigmes aussi drôles qu'astucieuses. Dans Indiana Jones, il y a d'ailleurs plusieurs chemins différents pour progresser dans l'histoire et on peut même dénicher une séquence entière à bord d'un ballon dirigeable à côté de laquelle la majorité des joueurs sont passés. Allez tiens, pour finir, on s'écoute la célèbre musique du jeu qui reprend le thème du film, avec les moyens sonores de l'époque. Ça a son charme, en tout cas, ça pourrait toujours faire une chouette sonnerie de portable de nos jours. Excusez-moi. Allô? Oui, bonjour, oui. C'est ma femme, Martine. Martine McFly, elle est écossaise. Et elle me fait remarquer justement qu'on peut trouver sur le net gratuitement, gratuitement chérie, oui, c'est important pour elle, elle est écossaise, gratuitement, donc on peut trouver la démo du premier épisode de Sam & Max, le lapin et le chien détective dont je vous ai parlé tout à l'heure. Souvenez-vous? C'est ça, hein? Les deux gaillards sont d'ailleurs revenus il y a pas longtemps pour une nouvelle aventure en 6 épisodes. 6 épisodes qui peuvent se jouer d'ailleurs indépendamment les uns des autres. Et c'est une très bonne idée parce que ça va permettre aux nouvelles générations de découvrir ce que c'est qu'un vrai bon grand jeu d'aventure. En plus, chaque épisode coûte moins de 10 €. Excusez-moi. Oui, chérie. Oui. Ouais, je leur dis. Oui, je leur dis. Ok. Donc oui, chaque épisode coûte une dizaine d'euros, mais la démo de chacun des épisodes est gratuite. Eh oui, c'est un bon plan, donc essayez vraiment, je suis sûr que vous ne serez pas déçus, c'est vraiment du bon jeu d'aventure comme on aime, mais avec des graphismes comme on fait maintenant, c'est-à-dire pas moche. Bon allez, je vous laisse, tout ça m'a donné envie de m'y remettre moi, et en attendant la sortie d'Indiana Jones 4 au cinéma, je vais me retaper toute la série des Indiana Jones en jeu vidéo.